Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence en ligne organisée par le RTES, le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, donc, qui a pour thématique aujourd'hui la structuration de filières économiques de territoire. Donc, on est aujourd'hui plus de 55 inscrits à cette conférence et pour le moment, donc, on est un peu plus d'une vingtaine de participants. On devrait en avoir davantage qui nous rejoignent petit à petit. Donc, cette conférence, elle s'inscrit dans le cadre d'un chantier de travail du RTES sur l'approche par filière. Et elle fait suite à une première conférence en ligne qui a eu lieu le 2 avril dernier. On va d'ailleurs vous mettre dans l'onglet Converser le lien vers notre article retour sur cette première conférence. Et donc, une conférence où c'était Florentin Letissier, qui est adjoint au maire de Paris, qui nous avait présenté les travaux de la ville de Paris visant à structurer des filières solidaires de l'économie circulaire. Et on avait eu également une intervention d'Aurore Médieux, donc d'ESS France, qui nous avait présenté les actions d'ESS France sur cette question de la structuration de filières, et notamment là aussi avec un focus sur l'économie circulaire. Donc, je vous laisserai découvrir l'article retour. Et donc aujourd'hui, c'est Pierre Roth, donc, qui est conseiller municipal délégué à l'ESS à la ville de Strasbourg et vice-président à l'ESS à l'Eurométropole de Strasbourg, qui nous fait l'honneur d'intervenir autour d'interventions croisées avec des acteurs économiques strasbourgeois de 3 filières. Alors, attendez, de 3 filières, donc la rénovation énergétique des bâtiments, la filière du réemploi vélo et la filière du réemploi informatique. Donc, on aura dans un premier temps autour du projet de pôle territorial de coopération économique autour de la rénovation énergétique des bâtiments, avec une intervention de Pierre Roth qui sera suivie d'une intervention de Badradine Koussa de Vinci Construction Grand Est. Et ensuite, on aura un temps d'échange avec avec vous ou les participants. Et je vous inviterai à ce moment-là, du coup, à poser vos questions à nos intervenants et à nous faire part de vos témoignages ou remarques. Et ensuite, on aura un second temps avec Martin Schmieder, qui est donc chargé de mission IAE à la ville de Strasbourg, qui nous fera une présentation autour de la filière de réemploi vélo, avant là aussi un temps d'échange avec les participants. Et enfin, un dernier temps sur la filière du réemploi informatique, avec là aussi une introduction de Pierre Roth, qui sera suivie d'une intervention de Kamran Nyekrangi de Humanis. Et là, enfin, un dernier temps d'échange avec la salle. Donc voilà, je vous laisse la parole, Pierre. Je vous laisse mettre votre PowerPoint également. Alors, on sait comment ça fonctionne. bien, bonjour tout le monde. Merci encore au RTES pour avoir organisé ce travail sur le développement de filières économiques dans l'ESS et de nous avoir invités à Strasbourg pour vous présenter ce qu'on fait. On reste très humble dans ce qu'on fait, mais on a une double conviction forte depuis notre élection l'année dernière, c'est que un levier très important du développement économique pour nous, c'est la commande publique, et qu'il vaut mieux travailler à développer le chiffre d'affaires des acteurs économiques, qu'ils soient de l'ESS ou non, que de penser à travailler d'abord sur des accompagnements par des financements publics. Donc, le développement de la commande publique est important. En ce sens-là, le développement de nouvelles filières est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de 3 filières. Le pôle territorial, le PTCE, filière rénovation énergétique, qui est en cours de montage. Vous parlez du travail qu'on mène autour de la structuration de la filière vélo, en rappelant que Strasbourg est peu ou prou la capitale du vélo en France, et Martine le montrera tout à l'heure. Et un troisième volet sur la filière du réemploi du numérique comme vecteur d'égalité citoyenne, qui est une filière sur laquelle on travaille déjà depuis quelques années, mais qu'on veut faire changer d'échelle. Quelques données rapides sur notre territoire au préalable. Ville de Strasbourg,
au sein d'une eurométropole de 33 communes, 500, un peu plus de 500 000 habitants sur l'eurométropole, 287 000 sur la ville de Strasbourg, un taux de chômage élevé, presque 19% sur Strasbourg, presque 16% sur l'eurométropole. Strasbourg, toujours considéré comme une ville riche, son centre-ville historique, la petite France, la cathédrale, mais une ville qui connaît un quart de sa population sous le seuil de pauvreté. Un habitant sur 4 vit en dessous du seuil de pauvreté à Strasbourg. Et l'Eurométropole de Strasbourg en deuxième position dans le classement des Eurométropoles sur le plus grand écart des inégalités entre les revenus les plus élevés et les revenus les plus importants. Donc on voit qu'il y a un vrai problème d'équité sociale et donc d'équité territoriale sur l'Eurométropole et sur la ville de Strasbourg. Et on a appuyé toute la dimension politique de notre mandat sur la réduction des inégalités sociales, la préservation de l'environnement et du climat et le développement de la démocratie citoyenne. Dans ce cadre-là, moi, je travaille sur un PTCE, donc pôle territorial de coopération économique autour de la rénovation énergétique. Alors pourquoi est-ce qu'on travaille là-dessus? D'abord parce que 2 engagements politiques forts depuis la campagne, et ça a été renouvelé depuis notre élection, on prévoit et on annonce très clairement qu'on souhaite opérer la rénovation énergétique de 8 000 logements et bâtiments publics et privés par an pendant le mandat. Sans action particulière, on tourne entre 3 000, 4 000, 5 000 les bonnes années logements et bâtiments publics en réhabilitation énergétique. On veut quasiment en doubler le nombre pendant la durée du mandat. Ça, c'est le premier engagement politique fort. Et le deuxième, c'est qu'avec Jeanne Barséguian, maire de Strasbourg, qui, avant d'être élue comme maire, était en charge de l'économie sociale et solidaire à l'Eurométropole en tant qu'élue co-majoritaire, puisqu'elle était élue chez les Verts. Avec Jeanne, nous avons pris le pari du doublement du nombre d'emplois dans l'ESS, partant du fait que depuis de très nombreuses années, voire des dizaines d'années, on stagne aux alentours de 10 à 11% de l'emploi et qu'on n'arrête pas de dire il faut que ça change d'échelle. Et on s'est dit, banco, allons-y. Strasbourg, c'est à peu près 25 000 salariés dans l'ESS. Si je reviens à la diapositive précédente, 25 000 sur l'Eurométropole, avec 45 sur le taux d'insertion. Si on veut doubler le nombre d'emplois, on a donc devant nous l'obligation de créer 25 000 emplois sur la durée du mandat. À chaque fois que je dis ça, j'ai une enclume qui me tombe sur la tête, mais il faut y aller. Ce qui nous conforte, c'est l'étude de l'ADEME qui dit que la rénovation énergétique d'un logement mobilise 0,4 équivalent temps plein salarié. Après, il suffit de faire une multiplication, on va en faire 8 000 fois 0,4. Pour réhabiliter 8 000 logements et bâtiments publics privés, il nous faut un minimum de 3 200 salariés sur le territoire et on ne les a pas. On n'a pas un tissu d'entreprise capable d'intervenir sur la rénovation énergétique suffisant et donc on n'a pas non plus les salariés pour pouvoir réaliser les travaux. Et donc, on a une nécessité incontournable de densifier le tissu entrepreneurial local et de travailler à la création d'emplois ad hoc. L'ESS aurait pu rester en dehors et laisser faire la nature et dire laissons Vinci, Bouygues, Eiffage, Dumez et les autres s'emparer de ce dossier. On a choisi de faire autrement en se disant que si on veut créer des emplois, on a un potentiel formidable de création d'emplois à faire. On a un potentiel formidable parce que dans les métiers de la rénovation énergétique, la gamme des métiers est très étendue et donc l'offre d'emploi est très diversifiée. Alors, comment est-ce qu'on va mettre en place ce PTCE de rénovation énergétique? Il s'agit tout simplement, dirais-je, de rassembler tous les acteurs concernés du territoire, les acteurs de l'ESS, les entreprises dites classiques et leurs organisations représentatives, leurs syndicats, leurs corpos, puisqu'en Alsace, on a encore des corporations,
et les acteurs de la formation pour travailler sur des objectifs communs. Et le meilleur outil pour mettre ça en place, c'est le PTCE. Donc, je le rappelle rapidement, hein, une bonne quinzaine d'années que grâce à Claude Alfandéry, notamment l'ancien président et fondateur de France Active, on a accompagné au niveau national l'émergence de ces PTCE, le plus connu dans la Drôme, avec Christophe, et j'ai un coup de mémoire sur le nom de son groupe, mais bon, ça me reviendra. Donc le PTCE, une réponse adaptée, puisque le PTCE permet de faire travailler ensemble des acteurs d'origine variée sur un objectif commun sur un territoire. Là, l'objectif commun, c'est de se doter des outils entrepreneuriaux en termes d'entreprise, en termes de salariés qualifiés et compétents sur le territoire de l'Eurométropole pour avancer sur la rénovation énergétique. Une opportunité puisque Olivia Grégoire, notre secrétaire d'État à l'ESSR, a lancé il y a 15 jours maintenant un appel à manifestation d'intérêt sur l'émergence de PTCE avec une première date butoir de réponse pour le 23 juin, c'est-à-dire pour demain, avec tout un dispositif intéressant d'accompagnement des postulants à la fois financiers pour une quinzaine de projets et avec un bouquet d'activités et un bouquet de soutien proposé pour ceux qui n'obtiendront pas de financement. Ça reste un financement assez modeste, hein, on est sur des financements de 50 000 € par an pendant 2 ans, avec un budget global consacré à cela et demi d'1,5 million d'euros pour la partie émergence. Donc, on est loin d'autres appels à projets nationaux, mais pour autant, il est important de saisir cette opportunité et de montrer que le SS est capable de développer des projets de coopération et de partenariat. Avec qui on va travailler? Alors, pour le SS, on va rassembler les acteurs fédérateurs, hein, fédératifs, la CRES Grand Est et son antenne locale, l'URSSEA, c'est l'Union régionale des structures d'insertion par l'économie d'Alsace. On a la chance, depuis une vingtaine d'années, d'avoir regroupé chantiers d'insertion, entreprises d'insertion, associations intermédiaires, entreprises de travail temporaire d'insertion dans la même structure. On a une approche très transversale. Le GETP, qui est le regroupement des ESAT et des entreprises adaptées sur le territoire, et les acteurs individuels de l'ESS qui vont se créer. Alors, on a quelques très belles scopes dans la rénovation énergétique. On a une boîte qui fait de l'installation de chaudières qui s'appelle Génie climatique de l'Est. C'est quand même 140 salariés en scope. Dans l'IAE, dans l'insertion par l'activité économique, on a deux petits chantiers d'insertion dans le bâtiment, c'est peu, mais grâce aux appels à projets du Fonds de développement de l'inclusion, grâce à la manne de l'État sur le financement de la création des postes d'insertion, il y a de la marge pour pouvoir créer les acteurs de l'IAE qui pourraient s'impliquer là-dedans. La plus grosse difficulté, c'est de trouver les porteurs de projets capables de créer ces entreprises. Pour les entreprises, évidemment, Chambre des métiers, Chambre de commerce, Fédération du BTP, la CAPEB, les corpos, donc toutes les formes de représentation des métiers du bâtiment, les artisans du bâtiment, des grandes entreprises. Pour l'instant, on a l'accord de Vinci, de Bouygues pour participer à cette initiative, tout comme on a l'accord de la Chambre des métiers, la Chambre de commerce, même si la Chambre de métiers y est venue avec beaucoup de réserves en disant nous associer avec des structures d'insertion alors qu'elles nous font de la concurrence déloyale et qu'elles sont responsables tous les jours de la mort de nos artisans, ça ne nous intéresse pas. Par contre, quand je les ai interrogés sur les relations contractuelles professionnelles entre les artisans et les grands groupes du bâtiment, l'idée de sortir de la sous-traitance pure et dure pour réfléchir sur des axes de coopération, de co-traitance, de réponses partagées à imaginer, de groupements de réponses à imaginer, ils étaient tout à fait intéressés. Et sur le territoire de l'Eurométropole, on a un pôle de compétitivité monté par, à l'époque, la région Grand Est et aujourd'hui la région Alsace, Fibre Énergie Vie, qui est tout à fait intéressé pour participer à ce PTC. Troisième type d'acteurs sont les acteurs de formation. Donc, évidemment,
j'ai rencontré le lycée du bâtiment, l'IUT de génie civil, l'INSA, qui est une école d'ingénieurs. En plus, on a la chance que ces 3 établissements viennent de se rassembler au sein d'un campus 3E, éco-construction et efficacité énergétique, donc bien au centre de nos préoccupations avec ce PTCE. En tout cas, tout le monde est intéressé. Le lycée du bâtiment, avec une inquiétude sur comment vous allez attirer des salariés dans les métiers du bâtiment, qui sont des métiers qui ont une très mauvaise image. J'y reviendrai. L'INSA, l'école d'ingénieurs, qui me dit, nous, ça nous intéresse. On a plein d'élèves ingénieurs qui cherchent des stages, qui ont envie de donner du sens à leur boulot, donc qui sont passionnés par les questions d'économie circulaire, par les questions d'efficacité énergétique, etc. Donc, il y a de vrais partenariats à imaginer entre nous. L'AFPA qui se redynamise au niveau du territoire avec un nouveau directeur régional Grand Est qui est très enthousiaste à l'idée d'adapter des formations à des publics divers et variés, à la fois les publics de l'insertion, mais aussi les publics traditionnels de l'apprentissage, et peut-être demain les nouveaux chômeurs qui vont arriver après le Covid, avec des entreprises qui vont déposer le bilan parce qu'elles n'ont pas pu se redresser en phase de déconfinement. Et puis, on y rajoutera les organismes de formation associatifs ou autres, du champ de l'ESS ou autres, auxquels on aura besoin de faire appel. Tout ça sur 4 objectifs partagés. Le premier, c'est développer l'attrait pour ces métiers. C'est vraiment une demande du territoire, c'est une demande qui est partie du lycée du bâtiment, qui me disait, moi, j'arrive plus à remplir mes sections CAP, BEP, voire Bac Pro bâtiment, j'ai pas assez de candidatures. Et donc, il me disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas ce qu'on peut faire, par contre, je sais ce qu'on ne pourra pas faire. Et on ne va certainement pas sous-traiter la presta appétence pour les métiers du bâtiment à une agence de com qui va nous produire des magnifiques documents que personne ne regarderait, ne lira. Par contre, je me dis que si on met en place un groupe de travail dans lequel on va avoir des jeunes chômeurs des quartiers ou des adultes chômeurs des quartiers, des jeunes en formation, des jeunes qui bossent ou des moins jeunes qui bossent chez des artisans, des représentants de grands groupes, pour construire ensemble les messages à adresser aux demandeurs d'emploi sur la qualité des métiers de demain dans le bâtiment. Le gouvernement a sorti une étude qui montre que la rénovation énergétique concerne plus de 97 métiers. Et ça va de métiers très peu qualifiés, donc facilement accessibles à des gens en situation d'exclusion, à des métiers très qualifiés, puisqu'on pose de plus en plus de capteurs électroniques dans les bâtiments. Il faut savoir les installer, les lire, les contrôler, etc. Donc, on a une gamme de métiers très importante et il faut faire passer le message. Et en même temps, ces groupes de travail, c'est aussi une manière d'interroger les entrepreneurs du bâtiment sur leurs relations avec leurs salariés, sur les politiques sociales qu'ils mettent en place, sur les rémunérations, parce que l'image n'est pas mauvaise que comme ça. Elle est mauvaise parce que pendant un temps, les conditions de travail n'étaient pas les meilleures. Deuxième grand objectif, évidemment, former les salariés d'aujourd'hui et de demain. On ne va pas travailler dans un plan à 5 ans. Il faut que le PTCE soit opérationnel avant la fin de l'année pour que les premières actions de qualification puissent débuter dès l'année prochaine. L'idée, c'est de former tous les publics dont on aura besoin sur cette filière, mais pas de former les salariés des entreprises. En gros, ce dont on rêve, et on en parlait longuement avec la Maison de l'Emploi, qui a un gros axe de travail sur la gestion prévisionnelle des compétences et des emplois, c'est de fabriquer les 4000 salariés dont le territoire aura besoin demain, et pas de fabriquer les 80 salariés de Vinci demain, mais de réfléchir en termes d'opportunités de territoire. Et on peut très bien imaginer des qualifications et des trajectoires de qualification, des parcours dans lesquels quelqu'un pourra faire 6 mois dans un chantier d'insertion, ensuite être embauché quelques mois chez Bouygues sur un CDD pour bosser, ensuite revenir dans une entreprise d'insertion avec des nouvelles compétences qu'il a acquises pour rester 1 an pour faire de l'encadrement et repartir ensuite chez Eiffage
parce qu'il a acquis des compétences très particulières en termes de RH et que ça peut intéresser une des filiales d'EFH sur le territoire. Et donc, c'est construire ensemble ce vivier partagé de salariés qualifiés en cours de qualification, avec une réflexion autour des nouveaux métiers de la rénovation énergétique, des nouvelles qualifications. Il n'y a par exemple pas de diplôme de rénovateur énergétique. Alors, est-ce qu'il faut en faire un? Est-ce qu'il faut travailler sur des certificats de qualification professionnelle? On va tirer toutes les ficelles possibles et inimaginables collectivement sur les opérations de qualification. Troisième grand objectif, je l'évoquais tout à l'heure, construire un écosystème où chacun trouvera sa place. Ça veut dire qu'on va réfléchir à d'autres modes de contractualisation que la sous-traitance, la co-traitance, des réponses en groupe partagé, éventuellement s'il faut faire des GIE temporaires ou définitifs. Est-ce qu'on va monter un GEC, un groupement pour l'emploi, l'insertion et la qualification? Est-ce qu'on va monter une agence d'intérim social, une ETI, pour pouvoir répondre à des appels d'offres? Comment on va aborder la question de l'accompagnement de la rénovation énergétique? Je pense que Badreddine en dira deux mots tout à l'heure sur les maîtrises d'œuvre urbaines et sociales. C'est un vrai problème de trouver des gens qualifiés là-dessus, alors que dans les quartiers, on a plein de grands frères qui savent faire ça, qui pensent savoir faire ça ou dont on pense qu'ils peuvent le faire. Comment on intègre ces questions, à la fois en termes de formation et en termes de partenariats nouveaux à imaginer entre les membres de ce PTCE, et ce PTCE qui n'est qu'un consortium d'entreprises et d'acteurs. Et puis, dernier volet qui s'est rajouté à la demande des quelques entreprises rencontrées, c'est de rajouter dans le PTCE la réflexion et le travail sur comment mettre de l'économie circulaire dans ce PTCE et comment travailler au réemploi des matériaux de construction dans les chantiers du bâtiment. Alors, c'est une question a priori très simple, hein. Il suffit de démonter proprement pour pouvoir réutiliser, et qui en réalité est beaucoup plus complexe que ça, parce que les quelques études qu'on a pu mener, en tout cas sur le terrain à Strasbourg, puisque par ailleurs je préside le facilitateur des clauses dans les marchés publics qui sont très fortement utilisées sur Strasbourg. En 2019, on a fait plus de 600 000 heures d'insertion dans les clauses grâce aux clauses d'insertion et aux premières clauses environnementales dans les marchés publics et privés sur le territoire de l'Eurométropole. 600 000 heures, ça fait plus de 450 équivalents temps plein. Donc, on a un facilitateur qui est très efficace et très intégré dans les milieux du bâtiment. Et le directeur du facilitateur me disait, le réemploi, c'est très compliqué s'il n'y a pas une volonté politique affirmée d'imposer le réemploi aux entreprises. Parce que le coût du démontage propre sur un bâtiment en rénovation, du transport, de la remise en état, du stockage en attendant d'avoir trouvé l'acheteur, du transport pour le ramener sur le chantier, et ben, ça coûte plus cher que du neuf. Et donc, si on ne tient compte que de ces éléments-là et pas des mesures d'impact environnemental sur la réduction de la consommation du carbone, etc., on n'avancera pas s'il n'y a pas de volonté politique. Donc aussi la question de se retourner vers et la collectivité et les donneurs d'ordre privés, jusqu'où on peut aller dans la discussion avec les entreprises sur l'imposition d'un pourcentage de matériaux de réemploi dans les nouvelles constructions, en particulier dans les dispositifs NP, NRU de l'ANRU. Voilà les quatre objets principaux sur lesquels on veut travailler sur ce PTCE qu'on souhaite voir émerger au début de l'année prochaine. Les contacts pris pour l'instant sont tout à fait favorables. Je voudrais passer rapidement la parole à Badreddine Koussin, partenaire de Vinci Construction, pour que Badreddine, tu puisses expliquer rapidement ou dire ce que tu as envie de dire sur ce PTCE et sur pourquoi Vinci est intéressé par cette opération. Je te remercie. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend. On ne vous voit pas par contre. Alors attendez. Alors je vais sortir, voilà, je sors de là. Vous me voyez? Oui, c'est bon là.
Bonjour à tous. Je vous remercie en tout cas de m'avoir invité, ou en tout cas à Pierre Roth de m'avoir invité pour apporter, on va dire, un peu ce témoignage, puisque c'est des choses qui me parlent beaucoup. Et puis comme au-delà de ce que je fais aujourd'hui chez Vinci, puisque je suis directeur commercial de Vinci Construction France pour la partie Alsace. Je suis également un citoyen engagé, puisque j'ai créé une association qui s'appelle Déclic à Strasbourg, qui est une association qui aide en fait à l'égalité des chances dans l'orientation scolaire et professionnelle des habitants dans les quartiers prioritaires de ville. On essaye à travers cette association de susciter des vocations, notamment aussi dans les métiers du bâtiment, mais au-delà de ça aussi, c'est simplement dire à ces jeunes-là qui habitent dans ces quartiers prioritaires qu'il n'y a pas de fatalité, que tout le monde peut réussir et que tout le monde a le droit de rêver. C'est vraiment le message. Au-delà de ça, je suis aussi vice-président d'un club sportif parce que on a aussi compris qu'à travers l'association, il y a l'éducatif, il y a l'orientation, mais il y a aussi le sport. Et à travers le sport aussi, on peut aussi donner des conseils et travailler sur l'école de la vie et passer beaucoup de messages. Les présentations étant faites, donc je rejoins tout à fait le discours de Pierre Roth et en plus, comme je vous le disais, en tant que citoyen engagé et professionnel dans mon secteur d'activité, parce que ça fait un peu plus de 20 ans que j'y travaille. J'ai grandi, moi, dans un quartier de Strasbourg qui s'appelle Haute-Pierre. Et aujourd'hui, c'est vrai que le constat que je peux faire, et effectivement, Pierre l'a dit tout à l'heure, c'est que le chômage et la précarité n'arrêtent pas d'augmenter. Et pourtant, les richesses également, de manière générale, augmentent aussi. Je dirais que penser le développement économique des quartiers, et notamment sur ce fameux pôle territorial de coopération économique et sur cette filière de rénovation urbaine, doit nous permettre d'avoir une vision globale du territoire à travers ses caractéristiques sociales, ses parties prenantes et l'échelle d'intervention. Cette rénovation thermique, effectivement, tous ces quartiers intéressent aujourd'hui, si je puis dire, toutes les industries. Les ambitions énergétiques qui sont demandées, les ambitions écologiques, économiques sont telles que tout le monde souhaite se positionner sur ces marchés-là. Que ce soit, j'allais dire, les entreprises, Pierre l'a dit tout à l'heure, que ce soit les entreprises en général comme Vinci, Bouygues, Eiffage, et il y en a beaucoup d'autres, de Mathieu, entre autres, etc. Que ce soit les exploitants des grands groupes, la liste n'est pas exhaustive, mais je en cite comme ça de tête des entreprises comme Dalkia, NRD2 sur Strasbourg, etc., des énergéticiens, ceux qui sont justement à l'origine pour pouvoir aider à l'amélioration aussi énergétique, que sont des grands groupes comme EDF et Engie, etc. La question qui se pose, c'est comment se fait-il que ces entreprises ne s'impliquent pas plus? Ils sont là pour... et moi, je suis très content de participer à cet échange, puisque pour moi, c'est une première. Pourquoi faire, en fait? Et je me pose aussi la question, comment faire pour qu'elles n'oublient pas que faire du chiffre d'affaires dans ces territoires, c'est très bien, mais il faut aussi leur faire comprendre et les obliger également à embaucher, à former, à disposer de gens compétents, aider à la formation. Essayer de leur expliquer qu'il faut aussi sortir de cette logique. Là, c'est le professionnel qui parle. Oublions le quantitatif des heures d'insertion. Quelquefois, on dit on a fait beaucoup d'heures d'insertion, on est très content, etc. Mais quel est le résultat derrière? Quel est le nombre d'embauches? Pensons plutôt qualitatif et embauche, parce que ces groupes, mon groupe, ces groupes-là également, sont en capacité de pouvoir aller au-delà parce que nous avons un besoin extrêmement important en termes d'embauche. Et comme le disent vous d'un commun accord, et on est tous d'accord pour dire que les métiers du bâtiment sont quand même des métiers assez difficiles, assez durs, avec une image compliquée. D'où la difficulté aussi de recruter. Parce qu'on croit aussi que vivre ensemble, c'est aussi travailler ensemble. Je pense que l'entreprise doit participer et prendre une place dans la cohésion sociale. Il y avait avant le monde du social, le monde de l'entreprise. On se croisait sans se parler, on se croisait sans échanger.
Et je pense que c'est les entreprises du privé, avec l'opportunité qu'il y a dans cette rénovation énergétique, à travers le travail, l'embauche, à travers le mécénat de compétences, puisqu'on peut aussi éventuellement aider à apporter des choses, il y a pas, et pourquoi pas aussi financier, à aider les associations aussi dans du territoire. Je pense que à travers tout cet échange et ce PTCE, les entreprises doivent prendre partie, doivent faire partie intégrante, j'allais dire, de la démarche dès les prémices, avec un regard économique. Il faut qu'elles permettent aussi l'émergence d'entrepreneurs parce qu'il y a une telle énergie. Aujourd'hui, ces quartiers-là, notamment quand on prend les statistiques, aujourd'hui, créent 2 fois plus d'entreprises sont issues de ces quartiers-là, mais en termes de création d'emplois d'entreprises. Mais leur problématique, c'est leur viabilité. Après 3 ans, elle n'existe plus ou très peu. Donc, il faut que nous prenions tous notre part, j'allais dire, dans l'émergence de, de ces fameux entrepreneurs issus de ces quartiers et en quelque sorte leur donner le pied à l'étrier. J'ai pu, moi, à titre personnel, en bénéficier il y a plus de 20 ans, 25 ans. Je ne serais pas, je pense, en face de vous aujourd'hui si un élu, une association d'insertion ne m'avait pas aidé à me trouver un stage ou me donner mon premier job. Peut-être un petit message s'il y a quelques élus aussi autour de la table, mais ça permet aussi de vous donner une réflexion pour arriver, j'allais dire, à avoir euh, quelque chose de vertueux. Le système de notation, de gestion des nombres des heures d'insertion doivent être plus ambitieux. Je donne un exemple. Aujourd'hui, quand on veut réaliser les ambitions qu'a présenté tout à l'heure Pierre Roth à travers les statistiques qu'il nous a données, pour pouvoir réaliser et faire ce qu'on a envie de zéro chômage, le plein emploi, si je puis dire, on a le droit de rêver, mais c'est possible avec tous les travaux énergétiques ou en tout cas tous les travaux qui vont se mettre en place. Je pense qu'on peut y arriver, mais il faut évidemment faire évoluer peut-être le système de notation, le système de notation qui empêche les entreprises de s'engager dans des démarches plus importantes. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont en annexe. Si vous répondez avec un nombre d'heures, vous confirmez vos nombres d'heures d'insertion, ben, si vous détaillez comment faire et pourquoi faire et combien d'embauches vous envisagez, ben, le technicien qui est au bout qui est en train d'analyser votre offre ou analyser, j'allais dire, le contenu, ben, pour lui, s'il y a un point à donner, ben, il donnera un point à tout le monde, que ce soit avec plus d'engagement ou sans engagement. Si vous répondez oui, je fais des heures d'insertion, comment, pourquoi, et avec quels éléments et quelles associations, quel ESS, comment faire. Pour lui, ça ne l'intéresse pas. Donc, je pense qu'il y a peut-être des éléments évolutifs à avoir et j'espère arriver petit à petit à faire évoluer les choses. Comme je le disais aussi, le développement économique des quartiers doit faire l'objet aussi d'une réflexion commune avec toutes les parties prenantes, qu'elles soient politiques, les entreprises également, et évidemment les collectivités locales. Évidemment, il ne faut pas les oublier parce que ce sont les acteurs majeurs, ce sont les habitants et les acteurs de l'ESS. Adradine, je ne veux pas te couper, mais est-ce que tu pourrais dire 2 mots de la dernière discussion qu'on avait, que j'avais trouvé passionnante? On avait parlé des maîtrises d'œuvre urbaines et sociales et de la Ah oui, question de la bah, tout à fait. formation des accompagnateurs. J'y viens dans 30 secondes. Donc, je disais tout à l'heure, nos quartiers sont de réelle richesse. On a énormément de mal à recruter. Et effectivement, quand on travaille dans ces quartiers-là et dans la rénovation, il faut surtout savoir qu'on rentre chez les gens, on travaille avec les gens et on rentre chez les clients des bailleurs sociaux. Et surtout, aujourd'hui, il y a aussi une forme d'intrusion dans leur appartement. Nous avons fait le constat qui est extrêmement important, c'est que quand un ingénieur ou un pur technicien arrive dans les logements, toque à la porte et puis essaye de faire avancer en expliquant aux gens que les travaux vont arriver à tel moment, etc., c'est jamais évident. On réfléchit à faire éventuellement une mise en place de médiateurs. Alors, je ne sais pas comment on peut appeler ça, les médiateurs sociaux, à former évidemment dans le métier de la construction, à former dans les métiers de la rénovation énergétique et du bâti, c'est sûr. Et on essaie de favoriser et créer une réelle filière. Et cette filière, moi, je suis professionnel, enfin, dans mon métier, mais je suis incapable, j'allais dire, de pouvoir organiser cette filière en termes de formulation théorique et pratique.
Aujourd'hui, mon rêve, et puis je pense que ce soit moi ou mes confrères énergéticiens, entreprises générales, que sont ceux que je vous ai cités tout à l'heure, aujourd'hui, nous sommes demandeurs de pouvoir avoir et faire bénéficier ces jeunes-là, parce que moi, je pense que euh, permettre la formation de médiateurs dans ces entreprises-là, qu'elles puissent travailler, comme le disait Pierre tout à l'heure, chez Vinci ou chez Eiffage ou chez ailleurs ou chez Bouygues ou ailleurs. Aujourd'hui, ce sont de réels potentiels. Ce sont ces gens-là que nous embaucherons pour aller toquer aux portes, expliquer aux gens l'intérêt de faire, par exemple, ces rénovations urbaines et énergétiques de manière générale et globale, de pacifier, j'allais dire, ces travaux-là, d'éviter les tensions avec les uns et les autres, puisque le discours sera, ils connaissent déjà forcément la population, ils sont intégrés évidemment à la population, puisque le contact est beaucoup plus simple. Le discours également est extrêmement important. Le discours d'un technicien ne sera jamais le discours d'un médiateur, éducateur, etc. Et nous sommes demandeurs et nous recherchons, par exemple, sur une des filières qu'on souhaite créer, justement des gens intéressés, on en a, mais la méthodologie pour pouvoir les former et les recruter, ça, c'est une autre histoire. Donc, c'est pour ça que, je ne sais pas si c'était l'objet aussi de ce que tu voulais que je dise aussi, Pierre, là-dessus, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous parce que 8000 logements, c'est 8000 familles, c'est 8000 personnes, enfin familles chez qui on rentre pour essayer d'améliorer, j'allais dire, leur vie de tous les jours. En tout cas, là, dans les performances énergétiques du bâti, c'est essayer de, comme je le disais, de mieux vivre ensemble et d'améliorer, j'allais dire, leur quartier. Et là, effectivement, nous sommes un peu, je veux dire, dépourvus parce que c'est pas notre métier, c'est pas notre spécialité. Peut-être à travers, peut-être le message que je peux passer aujourd'hui, c'est comment favoriser à créer ce genre de filiale. Ben, nous, on est demandeurs, sachant qu'on est aussi demandeurs puisque nous embauchons tout le temps. Nous avons énormément j'allais dire, de métiers que nous recherchons, mais aujourd'hui, très peu de gens y postulent et puis il faut qu'on soit en capacité aussi de faire évoluer les choses. Je ne sais pas s'il me reste encore un peu de temps, mais Ah, plus, Bah, plus vraiment. bon, oui, ben, je vais m'arrêter là parce que j'avais non, quelques mais réponses, mais je vais m'arrêter là. Ouais. oui, voilà. De toute façon, on va laisser un peu de temps là pour quelques questions on va demander aux participants s'ils ont des questions ou des témoignages à nous faire part. Et puis comme ça, vous pourrez peut-être développer ce que vous souhaitiez développer à ce moment-là. Donc, je ne sais pas s'il y a quelques questions des participants ou participantes. Je n'en vois pas pour le moment. Sinon, je vous laisse peut-être continuer à ce que vous souhaitiez aborder. Ah, moi, je voulais, Oui. pardon, je voulais remercier très, très sincèrement Badradine parce que c'est quand même le grand méchant, c'est quand même le grand méchant de Vinci, quoi. Hein, notamment à Strasbourg, ils nous ont construit un grand contournement ouest, une nouvelle autoroute, ils ont saccagé la moitié du paysage alsacien. On a tous manifesté comme des malades contre eux, on s'est fait gazer parce qu'on ne voulait pas ce grand contournement ouest. Et merde, et on a un mec de chez eux qui nous tient un discours comme il a tenu aujourd'hui. Je dis bravo, quoi. Ça montre bien que il faut qu'on apprenne nous aussi à regarder les choses un peu différemment, sortir des quelques préjugés qu'on peut avoir. On a des intérêts partagés. Quand Badradine termine, quand il dit, alors déjà moi, ça me touche profondément, quand il dit 8000 logements réhabilités, c'est 8000 familles. C'est de ramener l'humain dans ces opérations de réhabilitation. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Puis après, il le dit, on a besoin de recruter, on a besoin de travailler on a besoin de travailler dans des quartiers qui sont vivants. Donc, on a les objectifs qui peuvent se croiser. Et à un moment donné, on met un peu les trucs de côté, on construit ensemble, on co-construit. Et voilà, c'est un peu toute la philosophie qu'on essaye de développer sur le territoire. Et vraiment, merci Badradine pour ton engagement. Et là où je suis très content, c'est que Vinci venant au Bouygues se disant intéressé, mais tous les autres vont être obligés de les suivre. Ben, aujourd'hui, c'est un constat que l'on fait. La réussite, évidemment, nous sommes une entreprise qui sommes là pour faire du chiffre d'affaires, essayer de gagner un peu d'argent, payer des salaires. Nos salariés, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de Strasbourgeois, mais nos salariés ne viennent pas j'allais dire, de l'orangerie.
nos salariés viennent de ces mêmes quartiers et habitent les mêmes quartiers, là où nous allons évidemment apporter cette amélioration énergétique globale et améliorer le vivre ensemble, améliorer, j'allais dire, ces territoires. Ces mêmes salariés sont derrière, travaillent pour améliorer la vie de leurs enfants et éventuellement leur donner de l'avenir, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, effectivement, nous sommes des capitalistes, ça c'est clair et net, mais aujourd'hui, impliquer la vie d'une entreprise qui crée de la richesse, qui crée de la ressource, derrière, dans cette démarche-là, moi je suis, vous pouvez m'inviter autant que vous voulez, j'y participerai toujours avec autant d'enthousiasme et de plaisir, parce que je sais que c'est par là que ça passe. Et il faut absolument connecter, j'allais dire, vos réflexions, vos démarches, que ce soit pour l'ESS ou pour ce soit des grands programmes, j'allais dire, d'État ou de rénovation énergétique, avec la réalité économique. Et tout ça mis bout à bout, je pense qu'on pourra améliorer les choses et peut-être apporter des solutions. C'est mon avis. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Ouais. S'il n'y a pas s'il n'y a pas de questions, On va pas, ouais. Oui, on va passer à la filière vélo. Tout à fait. Alors attends, il faut que je repartage l'écran. Voilà, Martine, si tu veux bien, je coupe mon micro, c'est bon, je te laisse la parole. C'est parti donc pour une présentation un petit peu du paysage du vélo sur Strasbourg et l'Eurométropole de Strasbourg et une réflexion qu'on est en train de conduire depuis plusieurs déjà un petit moment sur la filière de réemploi de vélos qui présente un certain nombre d'enjeux pour notre territoire. Donc pour la présentation 2, alors, je ne sais pas si j'ai les mains. C'est moi qui ai la main, je la garde. Ok, ça marche. Donc, quelques chiffres clés. Donc, Strasbourg, aujourd'hui, c'est une ville en tête du baromètre des villes de cyclables, à la fois au niveau en France, puisqu'elle est la première aujourd'hui, et elle est aussi extrêmement bien située au niveau européen. Je crois qu'elle est la 4e ou la 5e. Alors pour quelques repères, donc on a un vaste réseau de pistes cyclables qui représente 700 km, un certain nombre d'arceaux, d'espaces de stationnement de vélos, 50 000 places, des vélos en vie libre service, 6 000, un fort taux d'utilisation du vélo qui à Strasbourg est plutôt plat, donc le vélo a son petit succès auprès des habitants, donc on a la moitié de la population qui pratiquent le vélo, 16% pour des déplacements domicile-travail et une part modale par rapport aux autres modes de déplacement tels que la voiture qui représente 11%. Alors, on a néanmoins aussi, le marché du vélo est en pleine croissance, donc on le mesure et on le constate, constate en pleine croissance avec l'arrivée notamment des VAO, des vélos à assistance électrique, avec la période notamment qu'on vient de vivre pour le Covid, on voit qu'il y a énormément de publics qui sont réintéressés au vélo, donc on est vraiment sur une activité qui est en plein boom. Si on regarde sur le paysage local, on constate néanmoins un déséquilibre. On sait qu'aujourd'hui, 65% des revendeurs ou réparateurs sont principalement implantés dans la ville-centre. Donc, on a une implantation qui est de 1/3 sur la ville-centre et 2/3 beaucoup plus timorés et modestes, voire certaines communes de l'Eurométropole de Strasbourg qui n'ont aucune réponse et aucune offre. Donc, un travail à engager là-dessus. On a un véritable attrait et intérêt des habitants pour les ateliers associatifs de type réparation, autoréparation solidaire. Donc, aujourd'hui, on en a fait une petite mesure, on en a autour de 3500 avec des créations de nouveaux ateliers d'autoréparation qu'on voit arriver chaque année.
On a cette offre solidaire qui est 100% ESS en format associatif notamment. Elle est en développement mais reste fragile puisqu'il y a un fort taux elle est portée principalement et majoritairement par un public de bénévoles. Elle est fragile aussi puisqu'elle est portée par le public de bénévoles, ce qui veut dire qu'une couverture en jour d'ouverture qui n'est pas à l'échelle par rapport aux attentes des habitants. Donc, on a une économie du cycle qui est en forte croissance et forcément, la croissance des usages du vélo va de pair avec l'abandon des vélos sur l'espace public. Donc, une augmentation des vélos épaves qu'on retrouve sur nos arceaux. Une estimation qui a été faite dans le cadre d'une étude qu'on a conduite l'année dernière, évaluait entre 8 000 et 15 000 vélos à la fois épaves et ou ventouses sur l'espace public, ce qui fait qu'en fait, Strasbourg et l'Eurométropole se situeraient, si on fait un benchmark un petit peu à l'international, entre Amsterdam qui compte 50 000 vélos épaves et Genève qui en compte 3 000. Donc, l'enjeu de s'intéresser aux questions d'intégrer la question du réemploi dans la réflexion de la mobilité douce et nous paraît complètement essentiel aujourd'hui. Ça, c'est pour poser le décor. Martine, est-ce que tu pourrais expliquer la différence entre vélo épave et vélo ventouse? Un vélo épave, c'est un vélo qui est abandonné sur l'espace public sur lequel il peut manquer 2 ou 3 éléments incontournables ne permettant pas au vélo de fonctionner. Par exemple, il n'aura plus de pédale ou il aura une roue en moins. Donc, si ce vélo ne présente pas 2 à 3 caractéristiques ne permettant pas de son déplacement et qu'il reste stocké en formule tampon sur l'espace public, s'il est complètement entier, mais néanmoins présent sur l'espace public depuis plusieurs années, là, on le considère comme une ventouse. Une ventouse. Voilà. Merci. Alors, on peut passer. Alors, pourquoi on s'intéresse aux enjeux du réemploi des vélos? Alors, ça croise différentes politiques publiques qui sont économiques, de mobilité et de réduction des déchets, et également de santé. Donc, j'ai mis quelques illustrations pour la santé. Plus on pédalera, moins on aura des émissions de polluantes dans l'atmosphère. Plus on pédalera, plus on aura des habitants et en bonne santé parce qu'ils auront une activité physique, notamment qui est plus réduite chez des citadins. Plus on pédalera, au niveau de l'environnement, donc on activera tout ce qui est déplacement doux et en s'intéressant sur les vélos en réemploi, on réduira en fait des déchets, on réduira aussi de la consommation matière. Aujourd'hui, la majorité des vélos sont fabriqués en Chine. Donc, si on a une part de vélos qu'on peut remettre en circulation localement, on évite cette production supplémentaire en donnant un second usage aux vélos qui sont réparables. Sur le territoire, les enjeux ils sont aussi de solidarité. On s'aperçoit que effectivement le déploiement et l'engouement sur les ateliers d'autoréparation, ils créent en fait du lien entre les publics et du lien solidaire, puisqu'il y a des échanges de pratiques, de savoir-faire sur comment entretenir et réparer un vélo. Ça crée aussi des partenariats, puisqu'on fait le constat que les acteurs du territoire ont mené des partenariats tout à fait singuliers et qui peuvent être élargis à d'autres partenaires et qui ne sont pas essentiellement sur des partenaires du vélo. On peut avoir des ateliers d'autoréparation qui lancent des partenariats avec des structures du handicap, notamment, voilà. Et la solidarité par rapport à cette dynamique-là, c'est qu'aujourd'hui, il y a une part de la population qui a les moyens d'acquérir des vélos neufs et une partie de la population qui n'ont même pas les moyens d'acquérir. Donc, il y a des vélos à tarif neuf. Donc, d'offrir une gamme de vélos à petit prix et de la développer et de la faire connaître, ça permet aussi à des publics ayant des
des petits niveaux économiques de pouvoir être mobile à bicyclette. Sur l'économie, donc notre intérêt, c'est de soutenir la création et le développement de la filière vélo. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs en place et également d'accompagner la création d'emplois, de stimuler la formation. Aujourd'hui, on travaille aussi sur des montages de formation. On s'aperçoit qu'au niveau national, effectivement, les formations dans l'univers de vélo, elles sont quasiment inexistantes. Et sur Strasbourg, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à la création d'un CQP, voire de pousser à plus long terme la création d'une licence dédiée. Donc ça arrive, mais c'est vrai qu'on a fait le constat que de vouloir se former aujourd'hui sur de la réparation de mécanicien cycle, il fallait dépasser le département pour trouver une formation adaptée. Et c'est vraiment une préoccupation nationale parce que c'est le paysage d'un défaut de formation qu'on constate à l'échelle nationale. Donc, aller sur le déploiement d'une offre en seconde main, on voudrait également la sécuriser parce qu'il y a aussi des vols de vélos, des reventes de vélos sur des plateformes qui ne sont pas toujours sécurisées. Donc, on va accompagner ça avec une démarche encourageant le marquage. Donc là, c'est pour les enjeux. Alors, un petit zoom pour vous expliquer un petit peu comment ça marche aujourd'hui sur notre territoire. Donc, on a un processus d'enlèvement qui reste réglementé. Donc, l'institution qui a la responsabilité de l'enlèvement, elle relève des communes de par leur responsabilité de salubrité publique, mais elles peuvent elles ne peuvent enlever les vélos présents sur l'espace public que sous le contrôle d'un agent assermenté, c'est-à-dire de la police municipale. Donc en fait, quand on travaille sur la question du réemploi du vélo, moi je travaille en interne avec différents services de notre maison. Donc moi je suis implantée dans la direction à caractère économique, mais je travaille également avec le service de la propreté urbaine qui procède à l'enlèvement, également avec la police municipale qui assermente les enlèvements et également avec les services qui ont en charge de la collecte et la valorisation, toutes les questions de la valorisation des matières et des potentiels REP qui seraient existants sur le sujet. Voilà, on a 33 communes sur le paysage de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. Dans ces différentes communes, il y a aujourd'hui des référents vélo. Alors, en ce qui concerne le gisement, donc on a fait une petite photographie avant de s'engager sur la mise en place d'une filière de réemploi de vélo. On a fait une petite photographie sur qu'est-ce que ça représente. Donc, on fait le constat aujourd'hui qu'on arrive à capter 54% des vélos à l'abandon sur l'espace public, dont 20% captés par la collectivité dans le cadre de ces tournées de ramassage. Les autres modes de captation sont les déchetteries, les bailleurs sociaux, les associations de solidarité sur lesquelles les habitants viennent déposer. Donc ça constitue les 54% et on a la part complémentaire aujourd'hui qu'on n'a pas encore mobilisée, valorisée. Donc on sait qu'on a un potentiel de traitement qui est assez énorme. Alors le gisement des vélos abandonnés, il est travaillé depuis les années 90 par des acteurs de l'autoréparation et de la réparation solidaire. On en a 11 sur notre secteur, qui sont majoritairement animés par des bénévoles et qui représentent 3500 adhérents. Alors, pourquoi on est motivé pour s'engager sur la question des vélos abandonnés ? Déjà, on a un grand souci, une grande préoccupation de désengorger l'espace public, mais également d'encourager la mobilité en créant des gammes de vélos en réemploi accessibles pour tous. On a le souci de réduire les déchets, d'amplifier et d'améliorer la collecte en ayant une vocation sociale et solidaire autour de cette question,
le souci de communiquer sur les solutions en réemploi aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des solutions de réemploi qui existent, mais c'est vrai qu'elles sont très, très confidentielles. Elles sont connues du bouche à oreille. Et aujourd'hui, sur la politique vélo, on fait le constat qu'on communique sur les aménagements, sur les pistes cyclables, mais que le volet réemploi et que faire de son vélo en fin de vie et comment le valoriser, on n'a aujourd'hui aucune communication qui est travaillée là-dessus, mais qui va arriver, et le souci de sécuriser le marché de réemploi via le marquage. Alors, on a fait ces premiers constats et aujourd'hui, on est dans une phase de démarrage. Donc, on lance nos premières démarches pour changer d'échelle. Donc, pour changer d'échelle, la première opération qu'on va mettre en place, c'est une démarche d'appel à manifestation d'intérêt qui arrive pour les conseils de juin et qui respectera la singularité des acteurs en place. On a toujours le respect de ne pas casser, quand on lance une dynamique de réemploi, les acteurs historiques investis dans cet univers. Donc ça arrivera pour courant juin. On va travailler avec l'ensemble des maires et des responsables des communes pour faire connaître la pratique sur Strasbourg et échanger sur les pratiques des différentes communes pour amplifier la collecte. Donc ça, c'est quelque chose qu'on engage. Ce travail est toujours engagé en co-construction avec les acteurs et les communes. Donc c'est vraiment une philosophie de montage de projet qu'on a ancrée. On a une expérience au sein de la collectivité sur les filières de réemploi, puisqu'on a déjà travaillé sur différentes filières. On a travaillé sur le textile notamment, on évoquera le numérique tout à l'heure, mais on a aussi d'autres univers sur lesquels on a travaillé, le mobilier par exemple. On a des atouts avec des acteurs historiques impliqués sur le réemploi, notamment de l'ESS. On a le marché privé qui commence à s'intéresser à ces questions-là, notamment, je vais citer Decathlon qui peut proposer des pièces détachées en occasion. On a une réglementation de l'achat public qui est en faveur du réemploi qui vient de sortir, le décret du 9 mars, qui invite notamment les donneurs d'ordre publics à réfléchir à l'acquisition de biens et de fournitures avec un pourcentage en réemploi ou en matière biosourcée. Et on a la possibilité, avec la force de frappe de la collectivité, de communiquer et de mettre en avant les actions clés qui seront engagées. Voilà pour ma petite présentation et je suis à votre disposition pour les éventuelles questions. Merci Martine pour cette présentation. Je voudrais juste insister sur la co-construction avec les acteurs. Hein. Évidemment que les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont les principaux concernés par cette filière du réemploi pour l'instant ont été activement sollicités, ils ont activement participé. Et je vais juste dire que c'est pas toujours simple, hein, la co-construction avec les acteurs. À un moment donné, on partait sur une réflexion portée par un acteur de créer une espèce de envie du vélo, une grosse structure qui allait centraliser toute la collecte, qui allait redistribuer aux différents acteurs avec des systèmes de pièces détachées. Tout le monde s'est mis à hurler en disant non, nous, quand on fait de l'autoréparation, le démontage des vieux vélos pour récupérer les pièces, ça fait vraiment partie de la formation des citoyens qui viennent apprendre à réparer leur vélo. On veut qu'on continue un peu comme avant en améliorant, mais on ne veut pas de mastodonte. Et puis hier matin, on avait une réunion pour leur présenter ce qu'on allait faire voter au prochain conseil municipal et à l'Eurométropole. Et on parlait plus du tout de ce mastodonte. Et puis on a vu des acteurs nous dire « Ah ouais, mais oui, il va falloir que tous les mois, on récupère des vélos, mais on n'a pas les places de stockage. Finalement, est-ce qu'on ne devrait pas créer une structure collective pour gérer ces questions de récupération, de redistribution, etc. » Voilà, c'est intéressant de voir aussi l'évolution des réflexions et la co-construction. Il y a deux éléments clés comme facteur de réussite. Hein. C'est la volonté politique d'aller au bout et c'est le temps. On a vraiment besoin de temps et d'y mettre le temps nécessaire pour avancer sur la co-construction. C'est évidemment plus long et plus compliqué que de décider tout seul dans un bureau, mais ça marche beaucoup mieux après, quoi. Merci.
Merci Pierre. Donc juste pour compléter ce que tu viens de dire, effectivement, le temps d'écoute est important et l'échelle de changement se fait par étapes. C'est ce qu'on mesure et c'est vrai que dans nos projections, on démarre par un appel à manifestation d'intérêt, mais aussi on a d'autres formats en tête qui seraient possibles. Aujourd'hui, par exemple, les vélos en libre service, chez nous, c'est une DSP. Dans des modèles européens, les fonctionnements peuvent être aussi couplés avec la fourrière. Donc, au moment où le changement d'échelle va se faire par étapes, on réfléchira sur les autres formats. Question? Je n'en vois pas pour le moment. Sinon, moi, j'avais une demande de précision par rapport à... Ah, il y avait Cameron Yekwangi qui voulait peut-être intervenir. Oui, merci. En fait, c'était pour deux questions. En fait, le lien entre ce qui est envisagé et Vélop, d'une part, et d'autre part, la place des structures, des SIAE dans le modèle envisagé. Si vous pouviez nous en dire quelques mots. Alors, il y a déjà des travaux qui sont engagés avec l'IAE là-dessus, notamment dans le cadre d'élaboration de formations dédiées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'IAE essaye d'élaborer dans son plan de formation à venir. On a déjà eu des échanges avec l'URSSIA là-dessus. C'est-à-dire que apporter une qualification à des personnes, l'IAE a envie de s'y investir et on va être à leur côté là-dessus. Et après, sur les Vélop, donc j'appelle Vélop, mais j'ai pas mis Vélop dans ma présentation puisqu'aujourd'hui, on a effectivement une offre de vélo en libre service qui s'appelle Vélop, mais notre DSP est en voie de renouvellement. Elle n'a plus qu'1 an d'âge. On travaille sur un nouveau cahier des charges et dans le cahier des charges à venir de cette future DSP pour le libre service, on intégrera bien évidemment la dimension de réemploi. Ouais, pour compléter les deux réponses de Martine, effectivement, l'URSSIA, donc c'est l'Union régionale des structures d'insertion en Alsace, qui tire le constat qu'il n'y a plus de formation de vélocistes offerte aujourd'hui sur le territoire, alors qu'il y a l'offre du vélo qui est en pleine explosion. Donc, on a besoin à la fois de techniciens dans le champ de l'ESS et dans le champ du réemploi, mais on a aussi besoin de techniciens avec l'explosion des magasins de vélos et l'explosion des réparations dès qu'il y a une aide de l'État. On a vu ce que ça donnait pendant le Covid. Donc, l'Union régionale est en train de travailler sur la remise en place d'une formation de vélocistes, de qualification de vélocistes sur le territoire. Et par rapport à Vélop, la nouvelle DSP dans 1 an, elle va s'adapter aussi en fonction des évolutions sur lesquelles on réfléchit aujourd'hui. Il y a plusieurs opérateurs maintenant sur la location. Il y a un nouvel opérateur qui vient d'arriver, totalement privé, qui va proposer des vélos et de la VAE. Donc, je pense qu'on va repenser les modes de contractualisation et les partenariats entre Vélop, les acteurs de l'ESS et ces questions de réemploi. Dans des acteurs de l'ESS aujourd'hui dans le vélo, il y a Savoir et Compétences qui a un chantier d'insertion, il y a Emmaüs Mundo, et après c'est beaucoup d'associations qui ne sont pas structures d'insertion. Et donc, il y a peut-être demain un axe de développement d'emploi, d'insertion complémentaire ou supplémentaire à imaginer dans la filière vélo. Un peu comme je disais tout à l'heure, peut-être en lien avec les vélocistes qui ont des besoins de main-d'œuvre. Comment est-ce qu'on peut réfléchir plus globalement à ces questions-là ? Avec l'arrivée effectivement de la mesure de soutien à la réparation qui arrivait pendant le Covid, effectivement les vélocistes n'arrivaient pas à suivre et ils étaient à la recherche vraiment de compétences qu'ils n'ont pas trouvées et qu'il faut accompagner pour les créer. Et un élément qu'on n'a pas cité, c'est on attend avec impatience la sortie de la REP, la responsabilité du producteur. Qui est annoncée depuis quelques mois. On espère qu'elle sortira cet été sur les matériels de sport
et dans le matériel de sport, ça intègre le vélo. Et donc, ça veut dire qu'à partir de là, il y aura un organisme, un éco-organisme qui collectera les taxes sur la vente des vélos pour les redistribuer sur les opérations de recyclage, réemploi, etc. Donc, il y a un vrai potentiel de développement pour les collectivités qui sont intéressées par le vélo. Nous, on est privilégiés, c'est plat. Quand on monte un pont, on a l'impression de faire le col du Ventoux, quoi. Alors, c'est vrai qu'on travaille le sujet et on est en train de travailler sur la filière du réemploi dans un contexte où il n'y a pas d'éco-organisme. Et donc, toutes les questions de valorisation matière qu'on travaille, on le fait dans un contexte où on n'a pas d'éco-organisme. Juste une demande de précision par rapport à l'appel à manifestation d'intérêt que vous souhaitez lancer. Est-ce que vous avez des précisions à nous apporter ou c'est peut-être encore un peu trop tôt? Alors, on peut vous donner des grandes lignes. C'était l'objet de la séance d'hier que vous a évoqué Pierre Rotre, hein, parce que quand on construit un appel à projet, on tient en compte on tient en compte le paysage qui est en place, c'est-à-dire si on met des choses qui sont complètement irréalistes dans un appel à projet, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut à la fois monter à l'occasion d'un appel à projet, on veut monter en gamme et monter en expertise et faire monter tous les acteurs du territoire, mais en même temps, il faut qu'on le fasse au bon rythme pour que ça puisse suivre. Donc, sur ce qu'on peut vous donner sur l'appel à projet qui est en cours, aujourd'hui, c'est que je vais dire trois choses simples, hein. Il va contenir notre moteur par rapport à ça. Donc, il va expliciter en fait les modalités d'enlèvement possibles, inviter à préciser auprès des acteurs, mais surtout, il va comporter des indicateurs de suivi qu'on veut social. Pour titre d'exemple, le nombre d'actions de sensibilisation qu'un opérateur pourrait faire, le nombre de personnes qui vont accompagner la réparation ou le nombre de personnes en précarité qui pourront bénéficier d'un vélo en réemploi. Ça, c'est des exemples. En fait, on veut dans notre AMI qu'il y ait des indicateurs de suivi social, environnemental et de partenariat. Donc, sur l'environnement, c'est le parc de vélos remis en l'état, c'est le circuit de valorisation qui sera fait et la part du vélo vendu au CD et des éléments de mesure d'équivalent carbone. Et sur le partenariat, nous, on considère qu'un acteur qui travaille tout seul, il ne se développe pas. Il n'est pas amené à s'épanouir, à s'agrandir, à s'ajuster avec les transformations de la société. Donc, en fait, on va mettre un indicateur de partenariat pour que les candidats qui se positionneront sur la récupération de cessions de vélos épaves qu'on va confier dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt nous indiquent avec qui ils travaillent sur l'activité de réemploi et de recyclage de vélos. Et ça peut aider, ce que disait Monsieur Roth, ça peut aider pour les tout petits acteurs, parce qu'on a des acteurs qui ont vraiment des capacités de gestion de 500 000 vélos et d'autres qui en ont des capacités de 50 annuelles, de tous pouvoir répondre en s'associant avec un autre opérateur. Donc le souci de respecter en fait les initiatives qui sont plurielles sur le territoire. Très bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer à la filière de réemploi informatique. Oui, alors sur la filière numérique, je vais faire une présentation et je passerai ensuite la parole à Kamran qui vous parlera d'Humanis, qui est un des opérateurs avec lequel on travaille. Donc la filière numérique, elle repose sur plusieurs éléments. La première chose, c'est une délibération que l'Eurométropole de Strasbourg a prise en 2015 sur la mise en place du premier SIEG qu'on a fait, donc d'un service d'intérêt économique général. Je ne vais pas m'étendre sur le contenu du SIEG. J'ai vu avec le RTES, on va faire aussi un webinaire spécifiquement dédié à ça. C'est une procédure, un modèle juridique européen qui nous a permis de travailler sur la collecte, le réemploi et le recyclage des déchets par des opérateurs développant des activités sociales. Et dans la liste…
Excuse-moi, Pierre, et juste, est-ce que tu peux bouger un petit peu ton micro parce qu'on n'entend pas enfin, il y a des... Là, c'est mieux? Oui, Vous j'ai m'entendez l'impression. bien là? Je pense que c'est mieux, oui. Ouais. Donc, dans ce service d'intérêt économique général sur le réemploi, on a listé quelques activités. Les premières sur lesquelles on a beaucoup avancé, c'est textile, linge, chaussures, mais on fera un webinaire spécifique SIEG certainement. Et on avait inclus les activités, les matériels numériques. Ensuite, en 2017, on a contractualisé et passé une convention entre la ville de Strasbourg et l'Eurométropole avec deux structures, Envie Strasbourg et Humanis, qu'on entendra tout à l'heure, afin de pouvoir leur mettre à disposition des matériels informatiques mis au rebut. Donc, tout ce qui est ordinateur, écran et téléphonie mobile. Et cette convention de 2017, c'était la formalisation de choses qui existaient déjà depuis quelques années et qui se faisaient de manière informelle. On a mis en place cette première convention. C'est un peu compliqué parce que le don de matériel est limité par la loi. Donc, on est en train de travailler sur de nouvelles conventions, puisque de toute façon, la nouvelle se termine à la fin de cette année. Donc, on est en train de travailler et d'envisager la mise en place d'un service d'intérêt économique général également sur le matériel informatique. Mais en tout cas, des expériences passées, 10 000 appareils, alors, de tous ordres, hein, des tours, des fixes, des PC mobiles, des écrans plats, peut-être quelques imprimantes et un peu de téléphonie ont été donnés par la ville et l'Eurométropole en vue de réemploi à ces deux acteurs. Donc, on renouvelle aujourd'hui cette convention et on veut massifier, intensifier la collecte et la valorisation et le réusage de matériel informatique mis au rebut. Moi, j'ai découvert, je me suis engagé en tant que vice-président de l'Eurométropole en charge de l'ESS, je me suis engagé à rencontrer les maires des 32 autres communes de l'Eurométropole que Strasbourg pour faire un peu d'acculturation à l'économie sociale et solidaire, voir ce qu'ils en savaient. Évidemment pas grand-chose, discuter avec eux, voir un peu comment on pouvait aussi réfléchir au développement de l'ESS sur les 32 communes. Et j'y allais avec ma petite convention de partenariat avec Envie et Humanis, et je leur disais, ben ça, c'est peut-être quelque chose que vous pourriez mettre en place, il y a cette convention qui existe. Et je me suis rendu compte qu'une convention signée par l'Eurométropole, ce n'est pas une convention qui s'applique aux 32 communes. C'est une convention qui concerne la gestion administrative, qui concerne l'EPCI, mais pas la totalité des communes. Donc, je me suis dit, on va déjà déployer ça sur les 32 communes. Et si on déploie ça sur les 32 communes, on peut aller plus loin. On peut ensuite les appliquer à tous les satellites de l'Eurométropole. Donc, les satellites, c'est les bailleurs sociaux, les sociétés d'économie mixte. On a la présidence des hôpitaux universitaires de Strasbourg. On a une magnifique université. On peut, avec tous ces gens-là, conventionner en fonction de leur marché informatique, en fonction de leurs contraintes dans l'achat et le renouvellement du matériel qu'ils ont avec leurs fabricants. On va évidemment obliger personne. On a là un gisement énorme de matériel qu'on peut récupérer. Certains d'entre eux le font déjà en tout ou partie. Je sais qu'il y a dans les universités, il y a quelques facs qui ont bougé. Dans les hôpitaux, ça a un peu bougé, mais ça reste minime par rapport à la globalité. Et puis, troisième vague des cercles concentriques, c'est les entreprises du territoire. Là, on peut s'adosser à des partenaires. On a une magnifique association sur le territoire qui va bien au-delà, qui s'appelle Initiative Durable et qui fait de l'accompagnement des entreprises sur leur démarche RSE et développement durable et qui fait vraiment un travail de qualité. Donc, on pourra travailler avec les réseaux d'entreprises et à terme, je ne sais pas, d'ici 1 an et demi, 2 ans, on peut rêver d'avoir sur le territoire de l'Eurométropole quelques dizaines de points de collecte identifiés où quand les habitants veulent se débarrasser de leur matériel, soit ils essayent de le vendre à cash converse pour 20 €, soit ils le cèdent pour qu'il puisse être réhabilité et qu'il puisse servir à une famille en précarité. Et donc ça devrait se faire dans le cadre d'un SIEG dédié. 2 axes de travail pour nous. Le premier, c'est
encourager la création d'activités et d'emplois d'insertion. Envie et Humanis sont des structures d'insertion, une entreprise d'insertion, un chantier d'insertion. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est la création d'emplois, la création d'activités, des emplois pour des publics en exclusion. Et puis, on lutte contre la précarité numérique en facilitant l'accès à des matériels pour les familles précaires. Et on a vu avec le premier confinement les difficultés pour les familles, et pas que celles habitant du QPV, mais qui avaient un ordinateur et 3 gamins qui devaient suivre des visios en même temps sur un seul ordi, les complexités de la chose. Et Humanis et Envie se sont mobilisés, Humanis très fortement. Et c'est un peu pour ça que j'ai demandé à Kamran qu'il puisse vous expliquer un peu comment fonctionne cette activité solidaire. Alors, développer la filière numérique avec des entreprises de l'ESS, donc je citais des acteurs comme Envie et Humanis, qui sont des acteurs d'insertion, mais on a aussi la chance d'avoir une site qui s'appelle Common, qui s'est créé sur Strasbourg, sur la téléphonie durable et qui propose le Fair Trade, qui est un smartphone le plus écologique possible. On va travailler avec des acteurs de l'accompagnement. Badradine évoquait tout à l'heure l'association Déclic, qui est une association qui fait notamment pas mal d'interventions en accompagnement à l'usage informatique pour les jeunes, les adultes, les personnes âgées, mais ce n'est pas une structure créatrice d'emploi, mais elle sera pour nous associée. Évidemment, Emmaüs Connect, qui intervient sur tout ce qui est l'accompagnement à l'usage de matériel informatique, plus que sur la fourniture du matériel. Et puis, des acteurs d'accompagnement comme le Secours Populaire ou la FEV qui est l'association la fédérative des étudiants pour la ville, qui est une association d'accompagnement des étudiants avec lesquels on a beaucoup travaillé pendant les différents confinements sur la fourniture de matériel informatique. Je le disais tout à l'heure, travailler avec des entreprises qui sont sensibles à l'intérêt général, avec notre partenaire Initiative Durable, et on a un éco-organisme autour des déchets des appareils électriques, électroniques, électroménagers, avec lequel on travaille pas mal. Et d'ailleurs, lundi, on anime un atelier dans le cadre de la semaine du numérique responsable. On anime une table ronde débat autour de ces questions-là, avec la présence de l'éco-organisme. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement sur la filière numérique, et je vais passer la parole à Kamran d'Humanis. Merci Pierre. Bonjour à tous. Donc Humanis, déjà, je pense que c'est important de préciser qui est Humanis. Humanis, c'est historiquement donc déjà né en 1996 de la convergence des acteurs de ce qu'on appelait à l'époque l'action humanitaire et des structures d'insertion. Donc, ces deux dimensions sont vraiment partie intégrante de notre ADN. C'est très important pour la suite, pour comprendre un petit peu les activités qu'on a choisies au fur et à mesure du temps, et notamment cette activité au niveau informatique. Donc, cette activité, elle est née en 2003, toujours en partant des besoins des associations humanitaires membres, puisqu'on a à peu près, selon les années, entre 85 et une centaine d'associations membres de notre collectif. Et à chaque fois qu'on développe une activité d'insertion, ça part, comme je le disais, pour répondre aux besoins des membres. Donc, à cette époque-là, il y avait un fort besoin, exprimé en tout cas par les associations sur l'informatique. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que finalement, s'il y avait besoin à l'international, il y avait aussi des besoins sur le local. Et donc, à partir de 2004, on a développé une boutique aussi à côté des ateliers d'insertion qui revalorisaient le matériel. On a aussi développé une boutique qui a comme une stratégie sur laquelle on pourra revenir un peu plus tard. Au niveau du circuit, comme vous le projette Pierre, on a un certain nombre de donateurs qui sont très multiples, que ce soit les collectivités. Alors, je précise que l'Eurométropole, la ville et l'Eurométropole représentent un peu plus de 40% des dons qu'on reçoit, qu'on a reçus
depuis 2012, puisque le partenariat avec la collectivité date de 2012, même s'il y a eu des contractualisations, comme le disait Pierre, un peu plus poussées à partir de 2017. Mais le matériel de la collectivité est quand même revalorisé depuis très, très longtemps, depuis presque 10 ans déjà. Donc, les collectivités, donc au niveau des donateurs, des administrations aussi, des services déconcentrés de l'État, des particuliers, des entreprises, des fondations, on a vraiment une source assez importante de donateurs. Donc, le matériel est collecté, comme vous le voyez sur le schéma qui est projeté. Il est tout au départ diagnostiqué en arrivant. Et on a deux grandes filières que sont d'une part la revalorisation et d'autre part le démantèlement. Je précise que depuis le départ, on a un accord avec Envie. Il est hors de question que des entreprises se débarrassent de matériel pour lequel ils devraient payer pour dépolluer, sous prétexte qu'ils font de l'humanitaire. Donc nous, le matériel qu'on collecte, c'est avant tout du matériel qu'on peut revaloriser. Le démantèlement est très faible chez nous. On a un taux de revalorisation de plus de 90% à Humanis, pour une raison simple, c'est que quand le matériel n'est pas revalorisable, on demande aux entreprises de contacter Envie et de passer par la filière de dépollution et pour lequel ils doivent payer. Voilà, donc nous, on est essentiellement sur la revalorisation. Si je prends un exemple, les écrans à tube cathodique, ça fait très très longtemps qu'on les récupère, qu'on ne les collecte plus et on demande aux entreprises de contacter Envie, par exemple. Pareil pour les machines qui sont trop vieilles, puisque nous, notre métronome, il est au niveau de Windows 10, c'est-à-dire qu'on a un accord avec Microsoft qui nous fait des licences, on va dire, à prix symbolique, des licences Windows 10. Et pour nous, en fait, une machine peut être revalorisée à partir du moment où elle peut accepter Windows 10. Donc, il y a un certain nombre de critères techniques qui permettent de savoir si une machine peut accepter Windows 10. Et c'est au-delà de ces critères qu'on accepte les machines. Et si ces critères ne sont pas respectés, on va demander à l'entreprise de passer par Envie pour dépolluer le matériel. Voilà, donc ce matériel, une fois revalorisé dans nos ateliers, il est, comme je le disais, une petite frange, à peu près 10%, est démantelée pour qu'on récupère les pièces dessus, les barrettes de mémoire, les disques durs, les cartes, voilà. Et la très grande majorité, plus de 90%, est démontée, nettoyée, dépoussiérée, nettoyée, améliorée, c'est-à-dire on rajoute de la mémoire, le cas échéant, les disques durs, et on installe systématiquement Windows 10. Voilà. Donc, comme ça, on a des solutions complètes, finalement, c'est-à-dire une tour avec Windows 10, avec Office Starter, avec écran plat, 15, 17, 19 pouces, clavier, souris. Voilà, on propose des solutions complètes entre 69 et 289 €, selon le type de machine, sachant que pour les bénéficiaires de minima sociaux, on a une opération qui s'appelle Cybersolidarité, notamment depuis la crise sanitaire, où les mêmes unités sont proposées à 29 €. C'est-à-dire le pack complet est proposé à 29 € pour les familles dont le quotient familial est en dessous de 500 € par mois. Voilà. Il convient quand même de préciser, comme vous le voyez à l'écran, que pour un équipement neuf, la création d'un équipement neuf, il y a presque une demi-tonne, plus d'une demi-tonne de carbone qui est générée et il y a plus de 9 tonnes d'eau qui sont utilisées pour pouvoir créer un équipement neuf. Donc ça, c'est des choses que rarement les citoyens connaissent, c'est des chiffres que les gens ne connaissent pas, mais c'est énorme, quoi. C'est énorme. C'est-à-dire que à chaque fois que 2 ordinateurs sont fabriqués, il y a 1 tonne de CO2 produite et rejetée dans l'environnement et 18 tonnes d'eau qui sont consommées. Donc, c'est juste énorme, quoi. Donc, ça veut dire que sur les 5000, presque 600 écrans et les 8600 unités centrales revalorisées, entre 2018 et 2020, on est déjà à presque 3400 tonnes de CO2 évitées et 73 000 tonnes d'eau économisée. Donc, vous voyez un peu les volumes qui sont tout juste astronomiques. Et là, on parle uniquement de ce qui a été fait chez Humanis entre 2018 et 2020. C'est uniquement chez nous, quoi.
Donc, vous voyez ce que ça peut donner au niveau global. Au niveau des perspectives, donc aujourd'hui, on est grâce au volontarisme de la collectivité, de Pierre, bien sûr, mais aussi de Martine et de toute l'équipe qui est sur ces projets-là. On est dans une logique de développement assez important. Donc, ce qu'on envisage, c'est déjà des travaux qui sont engagés dans nos locaux avec un passage de 163 mètres carrés de nos locaux à 407 mètres carrés, c'est-à-dire qu'on va augmenter de 242 mètres carrés les surfaces de nos locaux qui seront dédiées à cette opération de revalorisation informatique. Aujourd'hui, on a 7 postes ETP équivalent temps plein qui sont sur cette activité et on envisage une évolution de 400%. Donc, on sera à l'échéance 2022 entre 25 et 30 ETP. Et on envisage, on espère, une évolution de plus de 200% au niveau du matériel collecté et revalorisé, justement pour pouvoir alimenter ces postes évoqués. Alors, cybersolidarité, un petit focus sur cybersolidarité, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est au moment de l'opération, l'opération a démarré au moment du confinement, du premier confinement au mois de mars 2020, où on s'est rendu compte que finalement, les critères que l'État utilisait pour pouvoir dire qu'une famille n'était pas en situation de rupture numérique, c'était la présence d'un seul smartphone dans la famille. Donc, à partir du moment où il y avait ne serait-ce qu'un smartphone dans une famille, même avec 3, 4, 5 enfants, la famille n'était pas considérée comme en étant en fracture numérique. Donc, nous, dans les quartiers effectivement défavorisés, on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle catastrophe, plus de 60% des gamins qui n'étaient plus scolarisés. Donc, notre comité collégial, qui est l'équivalent du conseil d'administration, puisque l'association est en gestion collégiale, a décidé qu'on se devait de se mobiliser très fortement là-dessus. Donc, du coup, entre le 16 mars et le 1er juin, les différents pôles de notre association se sont mobilisés, c'est-à-dire même des autres pôles d'activité qui ne sont pas sur l'informatique, les salariés se sont mobilisés de façon volontariste pour travailler sur cette opération, pour pouvoir faire face aux besoins du territoire. Et c'est ainsi plus de 2000 packs complets d'unités centrales, clavier, souris, écran plat, qui ont pu être distribués sur le territoire avec 42 de nos salariés impliqués, alors qu'habituellement, il n'y a que 12 salariés normalement sur le pôle informatique de revalorisation. Donc, vous voyez bien le delta entre les deux. Au niveau des bénéficiaires, donc, on a 326 particuliers qui ont pu bénéficier de ces packs. 24 établissements scolaires quand même, sur le territoire, ce n'est pas rien, avec presque 600 bénéficiaires derrière ces 24 établissements. 39 associations aussi, avec qui on est en partenariat pour pouvoir rayonner sur plus de 1000 personnes. Et puis, 6 structures d'insertion où c'était plutôt du matériel qui leur a été cédé pour que l'accompagnement socio-professionnel puisse être assumé à distance via les visioconférences et tout ça. Tout ça, ça a eu quand même un impact, puisque des machines qu'on vend normalement à prix de revient 69 € aux bénéficiaires de minima sociaux, on les a vendus là à 29 €. Et ça a l'impact que vous voyez là, à 142 000 €. Alors, je précise que ce n'est pas 142 000 € qu'on a déduit de notre compte en banque, c'est 142 000 € en dépréciation de stock, c'est-à-dire que ce stock, on aurait pu le vendre 142 000 € plus cher que ce qu'on l'a vendu. Bon, voilà. Donc, voilà un peu le résumé de l'opération. Merci beaucoup. Merci, Camarade. On est au bout de cette présentation. Je voudrais quand même tirer mon chapeau à ce type d'opération, à ce type d'engagement qui est quand même une caractéristique des acteurs de l'économie sociale et solidaire. On n'attend pas que ça vienne d'en haut et qu'on dise il faut faire. À un moment donné, il y a une prise de conscience et face à la prise de conscience, on réagit, on fait des trucs et chapeau à l'équipe d'humanisme pour ce qu'elle a fait là-dessus. Et ça donne vraiment envie aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin dans la massification et de se dire que on vise vraiment 2 objectifs.
réduire les déchets, lutter contre la précarité numérique. Et pour moi, quand on met en place quand on va mettre en place, je l'espère, ce service d'intérêt économique général, c'est aussi une manière politique de démontrer qu'on peut faire du développement économique et de l'intérêt général en même temps. Ce n'est pas contradictoire. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Voilà pour mes mots de conclusion. Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait des questions quand même sur cette filière du numérique. Sinon, il est déjà 15h34, donc on va s'arrêter là, je pense. Donc, merci beaucoup à nos intervenants et à l'ensemble des participants. Je vous informe tout de même que cette conférence, elle a été enregistrée et elle sera disponible dans quelques jours sur le site du RTES en replay. Et elle fera aussi l'objet d'un article retour écrit, d'un compte-rendu écrit. Et donc, comme je vous le disais au début, cette conférence, elle s'inscrit dans le cadre d'un chantier de travail du RTES sur la structuration de filières qui va se poursuivre cette année. On fera une prochaine conférence à la rentrée en septembre. Et le RTS va également travailler à un repérage auprès de ses collectivités adhérentes des filières stratégiques de territoire. Donc, on va voir comment on organise ça cet été. Et juste pour terminer, vous donner les prochains rendez-vous du RTES. Donc, on a 3 clubs de collectivités territoriales pour l'ESS qui ont lieu là dans les prochains mois. Donc, une réunion du club Auvergne-Rhône-Alpes le 4 juin prochain sur l'économie circulaire. Une autre réunion du club Île-de-France le 30 juin à l'occasion du salon de l'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, et le club Nouvelle-Aquitaine qui aura lieu le 8 juillet prochain. Et puis également l'Assemblée générale du RTES qui aura lieu à la mi-septembre à Paris. Donc, on n'a pas encore de date précise, mais elle sera prochainement déterminée. Voilà, je vous remercie toutes et tous pour votre participation. Merci à tout le monde. Bonne continuation à tous et toutes. Au revoir.